N'oublie pas d'aimer et de t'abonner sur la page. Bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de ce pay-per-view Table, Ladder and Chairs. Alors, comment dire, c'était un pay-per-view assez bizarre parce que tous les matchs allaient vite, sauf les 3 derniers matchs. 9 pronos sur 12 réussis. Ce qui est pas trop mal pour mon cas qui se foire toujours dans les pronos. Donc on passe tout de suite au débrief. Mais juste avant, si vous n'avez pas vu les résultats et si vous voulez voir l'intégralité du pay-per-view, rendez-vous sur info-lutte.com. Vous retrouverez les résultats écrits et les résultats en ligne et la vidéo du pay-per-view. Bonne vidéo. On commence avec ce premier match qui a ouvert le kick-off de la WWE TLC avec ce très beau match entre Cedric Alexander et Buddy Murphy pour le titre Cruiserweight. Voilà, je pensais qu'il allait y avoir un nouveau champion au finish d'Alexander, mais pas du tout, ça s'est vite retourné. C'était un match très dynamique comme d'habitude. Un petit coup de gueule, je reproche certains matchs qui pouvaient être au kick-off à la place de ce match qui avait totalement sa place pendant le pay-per-view, sûrement pour chauffer la foule. Malheureusement, Buddy Murphy repart avec le titre. C'était trop bon comme match. Le match était très bon, mais tellement court. C'est mon seul coup de gueule de ce match qui était parfait, avec des exécutions de prise parfaites, avec un match parfait, mais trop court. Ça a duré même pas 5 minutes. En fait, tous les matchs de ce pay-per-view, sauf les 3 derniers, ont duré 5-10 minutes, ce qui a été assez court, mais vu le nombre de matchs, c'est justifié. On dirait pas, mais j'ai suivi le pay-per-view. Alors c'est très rare que je suive un pay-per-view en direct, parce que j'ai vraiment la flemme, je préfère le roi dès le lendemain. Mais je l'ai vu dans la nuit, je me suis endormi juste dans les 3 derniers matchs. Mais je les ai rattrapés ce matin. Donc voilà, deuxième match qui clôture ce kick-off de Chelsea. Elias contre Bobby Lashley. Pour gagner, la personne devait aller chercher la guitare sur l'échelle. Elias a réussi, un bon match. Mais Elias n'était pas trop bon techniquement. Voilà, on voit qu'au niveau du ring, c'est encore juste. Au niveau du micro, il est parfait. Mais au niveau du catch, voilà, il y a eu quelques prises de sa part. Voilà, c'était un bon match dans l'ensemble. Content que Lashley se fasse casser la gueule et perdre. Bon, à la fin, on voit que la rivalité va continuer parce qu'il a mis un coup, il a cassé la guitare sur Elias. Mais voilà, Elias a gagné malgré l'intervention de Lio Rush, etc. Une surprise parce que tout le monde voyait que Bobby Lashley allait casser la gueule à Elias. Mais voilà. C'était un très bon match, le kick-off est terminé. Le show s'ouvre avec cette finale du WWE Mixed Match Challenge entre Mahalicia et R-Truth et Carmella. Un match très rapide, très nul, j'ai même pas envie d'en parler parce que ce match avait plus sa place dans le kick-off pour chauffer la foule. Parce que, le plus drôle, le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Le petit speech de gagnant entre R-Truth et Carmella qui était assez drôle. Mais voilà, et en gros, ils vont partir en vacances au siège de la WWE à Stamford, au Connecticut. Mais voilà, c'était un match rapide. Carmella a fait abandonner Alicia Fox. Donc, résultat, R-Truth est numéro 30 du Royal Rumble masculin. Et Carmella est numéro 30 du Royal Rumble féminin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout simplement. Juste après excellent match par équipe, le Triple Threat SmackDown Tag Team match avec The Bar, The Usos et The New Day. Un match qui allait dans tous les sens. J'aime ces matchs où il y a plus de 2 compétiteurs, où il y a plus de 2 participants de 2 côtés, où c'est en Triple Threat ou en Fatal 4-Way ou Money in the Bank ou Royal Rumble, parce que on sait que ça bouge de partout, on sait jamais qui va gagner d'avance. Donc là, c'est The Bar qui a réussi, justement après plusieurs cafouillage à droite à gauche. Il y a eu 3 belles équipes. J'ai pas été déçu du match alors qu'il était seulement en 2ème position du show. Victoire de Bar avec un beau kick de Sheamus sur de Usos, je crois, sur Jimmy Uso. Voilà, j'espère revoir Sheamus de tout mon cœur en solo, même si avec The Bar il est excellent, même si l'équipe est excellente en soi. Donc elle est encore championne jusqu'au Royal Rumble. Donc on verra bien jusqu'à là ce qui va se passer. The Bar est une très belle équipe. Et le reste aussi, mais on voit que techniquement ils sont au-dessus et qu'ils sont là depuis plus longtemps que les autres, malgré Kofi Kingston qui est là depuis 2009. Dès que j'ai vu ce match en 3ème position de la soirée, je me suis dit il va se passer quelque chose. Donc on voit Baron Corbin arriver en disant voilà, X Later, est-ce que tu peux compter jusqu'à 10 parce que Braun Strowman n'est pas là. Donc il commence à compter. À 9, Braun Strowman est là, comme par hasard, par surprise. Donc il vend la blessure en ayant le bras plâtré, en disant que c'est un match TLC, donc il ne devrait pas avoir de compte à l'extérieur, donc il n'y a aucune disqualification, donc il s'est dit, des gens peuvent m'aider, et là, jouissance extrême, tous les faces sont apparus,
Apollo Crews, Finn Balor, la Root Gable, ils sont arrivés et ils ont collé une raclée à Baron Corbin. Je pense que tout l'univers de la WWE attendait ce moment-là parce que on voyait il y avait plus de fraîcheur avec Corbin en tant que general manager, il y avait plus rien. Et la surprise, retour de Kurt Angle qui lui fait un angle slam. Il est de retour, on sent que les deux vont arriver en rivalité. J'ai un petit coup de gueule, je vais quand même noircir la feuille. Pourquoi? Parce que mettre un Chelsea, ce match en Chelsea et qui se finit de cette manière-là, c'est assez triste. On aurait pu dire seulement sans disqualification. La mettre un Chelsea, donc tu as seulement 2 Chelsea dans ton match et tu en gâches un. Donc c'est assez triste quand même. Mais voilà, c'est un match assez bizarre de le mettre en 5ème position avec le kick-off et en 3ème en partant du show. Mais voilà, c'est le seul coup de gueule que j'aurai. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, moi je suis content que Baron Corbin s'est fait casser la gueule. J'attends plus le Raw ce soir de ce qui va se passer. Avec le retour de Kurt Angle, le retour de Vince McMahon. Donc à suivre et rendez-vous demain pour le débrief de Raw qui sera vraiment excitant, je le sens. Plus que les 4 dernières semaines, je pense. Natalia versus Ruby Riott. Alors j'ai écrit dans mes notes que j'ai pas aimé ce match dans la nuit, mais bon résultat. Ça clôt la rivalité, pas d'autres commentaires. En gros, Natalia a sorti une table avec la tête de Ruby Riott pour que Ruby Riott soit au plus près de Ruby Riott. C'est assez Inception le match, mais voilà, Natalia a gagné, la rivalité est clos. Liv Morgan s'est pris encore un gros coup. Ça fait 2 fois qu'elle prend une grosse patate comme ça. Elle a eu déjà une contusion, une commotion cérébrale quelques semaines avant. Là, c'est elle qui prend tout. Enfin, je pense que la WWE a voulu jouer sur cette blessure auparavant pour avoir ce spectacle. Un match assez spectaculaire, mais je n'ai pas aimé ce match, malheureusement. Vous savez que ce match, il m'a surpris. Finn Balor contre Drew McIntyre. Alors, quel match, mais les deux hommes, alors j'ai surkiffé, parce que on a carrément oublié que Dolph pouvait intervenir. Enfin, pour ma part, je me suis jamais dit, tiens, Dolph il va arriver, il va s'interférer, Drew McIntyre va casser la gueule à Finn Balor, et terminé. Non, Drew McIntyre est arrivé, Dolph Ziggler est arrivé, il a mis un super kick, qui est, je crois, son nouveau finisher, parce que le zigzag ne marche plus du tout. Voilà, c'était une belle surprise de Ziggler. Moi qui croyais que Finn, sans son Beast Mode, sans son Devil Mode, il allait se faire casser la gueule, parce que sans son Beast Mode, il fait que perdre en PPV. Quand il est en normal, il fait que perdre. Donc belle rivalité à suivre entre McIntyre et Ziggler, ou Balor et Ziggler, ou ce triangle amoureux, on va dire. Voilà, pour l'instant, le PPV, à ce stade-là, le PPV était déjà très bon. 8ème match, parce que oui, le pay-per-view allait à une vitesse folle. Je vois qu'à ce moment-là, il était 2h du matin, donc 2h, 2h15 du matin. Donc il y avait déjà 5 matchs de TLC qui avaient commencé à 1h du matin. Donc j'étais pas déçu de ce que je pouvais suivre. Et je me suis dit, tiens, je vais m'endormir plus tôt ce soir. Donc voilà, Rey Mysterio contre Randy Orton en match de la chaise. 8ème match déjà, avec un match avec un très bon rythme. Alors que j'ai pu voir dans d'autres débriefs que c'était 2 vieux, il y a d'autres personnes à mettre, etc., etc. Non, ils sont là, ils font très bien le taf, et c'est normal qu'ils soient là. Ils vont être là pendant quelques années encore, et il faut le savoir. La fin, par contre, je trouve que la fin était un peu bâclée. Je trouve que voilà, la rivalité est terminée. Je pense que voilà, nous verrons ça à SmackDown mercredi le débrief. Mais voilà, moi je trouve qu'ils ont été beaucoup critiqués, mais ils ont offert une belle prestation. Alors qu'il y avait seulement que des chaises. Il n'y a pas de table, il n'y a pas d'échelle, mais il n'y avait que des chaises. Parce que moi je dis juste, s'ils sont là, c'est qu'ils sont talentueux. Et ils font que le démontrer. Donc les plus jeunes n'ont pas encore leur place, laissez les vieux faire pour l'instant, laissez les vieux assurer le show. Il faut être logique dans ce moment-là. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule là aussi, parce que entre la DX qui s'est fait casser la gueule par les critiques, et là aussi Randy Orton et Rey Mysterio, qui oui, ont fait un main event de WrestleMania 22 avec Kurt Angle, bien sûr, mais s'ils sont là, c'est pas pour rien. Alors là, c'était le match de la mauvaise langue, parce que j'ai dit que Ronda Rousey, j'avais peur qu'elle ne soit pas là techniquement quand elle était arrivée à la WWE, mais quelle technique de Rousey dans ce match-là? Nia Jax, Ronda Rousey, titre de World Women's Championship. Elle prouve jour après jour qu'elle est là, qu'elle est talentueuse, qu'en plus d'être une excellente combattante à la MMA et à l'UFC, elle peut être une très bonne catcheuse, donc, et très talentueuse par-dessus ça. Ça fait du bien de la voir briller à la WWE, alors qu'au départ, elle était très critiquée là aussi. On se dit, est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va montrer que faire du spectacle en plus, ça risque d'être difficile. Donc voilà. Et Nia Jax, faut arrêter avec cette gimmick, ce personnage du point qui
Priesthood sur son passage. Enfin, s'il n'y a que ça qui l'a fait vivre, ça sert à rien. Je pense qu'elle peut être plus talentueuse que ça. Elle a été mal utilisée sur ce coup-là, pour ma part. Voilà, dans ce match, elle était inexistante. Moi, je n'avais que Dieu pour Ronda Rousey parce que quelle technique, tout simplement, quelle technique. Daniel Bryan vs AJ Styles pour le titre de la WWE Championship. En fin de match, Bryan arrive à se relever, mais Styles porte son calf crusher. Bryan parvient à le rouler jusqu'à la première corde et se retire en bas quand l'arbitre fait casser la prise. Styles ramène Bryan dans le ring. Bryan repart en bas, il continue à faire son travail, puis à la fin, il esquive le phénoménal forearm de Styles et voilà, il arrête juste à temps pour pas percuter l'arbitre. Et voilà, c'est en fait un rematch de SmackDown, de ce qui s'est passé à SmackDown. À la fin, Styles tente un inside cradle, mais Bryan le renverse pour la victoire. Un petit paquet pour une grande victoire. C'était un rematch classique, on savait que Daniel Bryan allait gagner. Très bon match, parce que les deux sont très forts tactiquement. Là aussi, on peut les critiquer parce que AJ Styles a 41 ans et Daniel Bryan en a 35. Ils sont vieux, ils sont là, blablabla. Ben non. Il n'y a pas d'âge dans le catch. T'as du talent, ben tu es fort, tout simplement. Tu peux pas critiquer Rey Mysterio et Randy Orton parce qu'ils ont fait un main event il y a 10 ans, mais ils ont le même âge que les deux qui se disputent pour le championnat de la WWE. Dean Ambrose vs Seth Rollins pour le titre intercontinental. Match très technique, il n'y a pas eu de moment fort parce que le match entier était un moment fort. Très émouvant, on sentait que la passe allait être passée, que le flambeau allait être donné, parce que Seth Rollins menait bien jusqu'à la fin, voilà, entre le 2 tiers, 3 tiers il menait, mais il s'est pris un Dirty Deeds all or nowhere, comme le RKO, 1, 2, 3, Dean Ambrose, nouveau champion. C'est pas plus mal parce qu'on a vu quand même Seth Rollins, champion intercontinental de WrestleMania jusqu'à SummerSlam, un peu avant perdre le titre, quelques mois, le reprendre ensuite. Donc un petit bol d'air frais. Enfin, ils ont là ce soir, Raw s'est pris une nouvelle santé parce que entre le retour de Vince McMahon, Baron Corbin qui se fait casser la gueule, le retour de Kurt Angle, Dean Ambrose nouveau champion intercontinental, et en plus le premier match annoncé pour le Royal Rumble entre Braun Strowman et Brock Lesnar au Royal Rumble, en plus du classique 30-man Royal Rumble. Donc je pense que le Raw de ce soir aura de meilleures audiences. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas un très gros risque que je dise ça. Il y a 10 ans, à Armageddon 2008, il y avait un triple threat entre Triple H, Edge et Jeff Hardy. Tout le monde pensait que Triple H et Edge allaient disputer le titre. Je crois que c'était Triple H qui était champion à ce moment-là. Mais au final, c'est Jeff Hardy qui remporte à la volée et souffle dans le nez des deux autres concurrents le titre de la WWE. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que hier, j'ai ressenti la même chose, la même sensation. Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka. Moi qui pensais que Asuka... J'ai dit dans les pronos que Asuka allait gagner, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un clin d'œil il y a 10 ans en arrière. Mais je me suis dit que Charlotte Flair ou Becky Lynch allait sûrement gagner le match. Mais en fait, le match était tellement bon. La WWE a cette logique maintenant qui est magique de mettre un main event comme ça, extraordinaire, le tout premier TLC féminin de l'histoire. Asuka qui devienne la nouvelle championne de SmackDown. C'est beau. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ce match. C'est pour ça que c'est assez nostalgique, c'est assez beau en même temps parce que les trois se sont disputés le titre toute la soirée. Le match a duré 20 minutes. Il était extraordinaire. On peut pas... Voilà pourquoi Baron Corbin et Strowman s'est retrouvés juste avant. Parce que s'ils étaient en main event qui passait après ce match-là, tout le monde serait parti avant parce que c'est le vrai main event. Ce triple threat. Et Asuka championne, ça fait du bien. Même si on sait que Becky Lynch va gagner le Royal Rumble féminin. Avant de se quitter, 9, c'est le chiffre, c'est le nombre de faces de gentils qui ont gagné un match hier soir à Chelsea. Là aussi, c'est un nombre assez conséquent. Peut-être faire un cadeau de Noël aux enfants qui aura le pay-per-view. Mais en tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. 9 sur 12, c'est assez impressionnant. On met de bord Daniel Bryan et Dean Ambrose. Le reste, ont gagné, tous les faces. Voilà, ce bilan était désormais terminé. Le débrief est désormais terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année avec votre famille. Voilà, là on approche des choses sérieuses. Royal Rumble, Fastlane, Elimination Chamber, WrestleMania. Les 4 mois vont être intenses. Je vous kiffe. Passez une bonne fin de journée. Peace.